Ciao, buongiorno, buonasera, bienvenue dans cet épisode de podcast. Vous êtes sur le podcast de l'immobilier, des gros billets et de la liberté. On le prend dans l'ordre qu'on veut, peu importe, on veut ce monde en entier, on veut une vie en ligne avec ses envies. Et je descends tout juste de l'avion de Venise et je vous enregistre comme cette intro, je reviendrai rapidement dessus. Aujourd'hui, on va parler de mon expérience d'un week-end survie que j'ai fait avec des personnes d'ailleurs qui étaient avec moi à Venise en partie. Et des leçons qu'on peut en tirer à la fois dans ses investissements, sa vie d'entrepreneur, si on est entrepreneur, et dans tous les autres aspects de sa vie. Avant de démarrer, j'ai pas mal de choses à vous dire, comme toujours. Petit point sur Venise, tiens, on va commencer par là. Si vous avez jamais été, qu'est-ce que vous attendez? J'ai envie de dire, c'est accessible en voiture. La première fois que j'y avais été, j'avais 16 ans. J'avais été en voiture. Parce qu'à l'époque, je prenais pas l'avion. Et puis ensuite, j'ai su faire face à mes démons. Voilà, je me suis forcé. Et puis maintenant, je prends l'avion plus que beaucoup de gens. De temps en temps, ça me fait, j'entends quelques critiques par rapport à ça. Mais voilà, l'important, c'est d'être cohérent, de savoir où on va, de savoir ce qu'on fait, ce qu'on veut et de s'y tenir. Qu'est-ce que je peux vous dire sur Venise? Le point le plus important, voilà, c'est magnifique, allez-y. Ça change complètement de la Chine de mon épisode de la semaine dernière. Ce que je peux vous dire quand même, ce qui est important, la leçon que je peux vous partager, c'est que là, c'était à mon tour d'être. En fait, on fait un tour de rôle avec des amis, l'organisation des week-ends. Là, c'était à mon tour d'organiser. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'avais réservé pas mal de choses, dont la première chose, c'était le bateau taxi quand on arrive à l'aéroport. Donc, si vous avez jamais été à Venise ou si vous avez jamais pris le bateau taxi, la première fois, je l'avais pas pris. En fait, vous êtes dans l'aéroport, vous prenez quelques tapis roulants et d'un coup, vous êtes sur le quai avec un bateau, mais vraiment les bateaux comme dans les films. Moi j'ai joué à Tomb Raider 2 quand j'avais 10 ans, donc enfin une dizaine d'années, ça commence à dater, hein. Et il y avait des missions à Venise, notamment avec le bateau, et donc fallait faire des sauts et tout. C'était vraiment ça depuis cette époque, et souvent, que vous ayez lu des livres, vu des films, joué à des jeux vidéo, souvent, voilà, on adore se rappeler à ces souvenirs. Et le bateau, en tout cas, ça a tout de suite donné le ton. Il faisait beau. J'étais avec mes amis. Souvent, ça a fait vraiment la super bonne première impression. J'ai dit, je vous invite, voilà, pour vous souhaiter la bienvenue à Venise. Je vous invite, bateau taxi. En plus, je paye le supplément pour passer par le Grand Canal et tout. Mais après le week-end, ça a été en fait, la confirmation de cette première bonne impression. Alors que souvent, quand on voyage, quand on arrive, déjà, on sort de l'avion, ça peut être, peut-être qu'il a fallu aller jusqu'à l'aéroport, ça peut être compliqué. Et puis ensuite, on prend des bus, des Vaporetto, là, donc c'est des bateaux-bus. Si c'est ailleurs, voilà, des métros, etc. Je dis pas que c'est bien ou mal. Moi, en tout cas, plus je vieillis, plus j'essaie de toujours prendre un taxi quand j'arrive quelque part, parce que j'ai pas envie, en fait, j'ai pas envie d'avoir une première mauvaise impression. Et comme ça, directement, tu trouves tout de suite ton Airbnb. Pour vous dire, on a atterri à 14h, à 15h15. On était sorti du Airbnb. Donc, on avait pris le bateau de taxi, on était arrivé à notre logement, on avait fait le check-in, on s'était changé, on avait laissé nos affaires. Et tac, on a attaqué direct. En transport en commun, on aurait mis au moins 1 heure de plus, si c'est pas plus, le temps de trouver, etc. Donc, c'était top. Donc, voilà. Le vrai luxe, vraiment, quand j'étais là-dedans, je me suis dit, punaise, l'argent, c'est quand même bien. Voilà, je prends pas des hôtels 5 étoiles. Bon, là, j'ai pris en plus un super beau Airbnb. On avait 3 terrasses, vues sur les canaux et tout. C'était top, mais c'est pas souvent. Je pars une fois par an avec eux. Là, en plus, c'était à mon tour d'organiser. Donc, je me suis dit, je vais les mettre bien mieux que dans les conditions du week-end de survie que vous allez voir. Et en fait, ça, on peut l'appliquer à plein de choses dans la vie. C'est très connu que pour les entretiens d'embauche, si vous écoutez le podcast depuis longtemps, moi, je suis pas un fervent 100% défenseur du statut d'entrepreneur. Il a beaucoup de qualités, notamment les revenus qui sont quasi limités. Parfois, on peut revendre les business aussi. En tout cas, les revenus qui peuvent être beaucoup plus importants. On peut avoir aussi de la liberté géographique et sur son emploi du temps quand on est entrepreneur. Par contre, il y a pas mal de mauvais côtés, hein, quand même, l'instabilité des revenus, tout ce qui est la partie comptable, franchement, c'est horrible. Trouver les clients, faire beaucoup de choses qu'on n'aime pas forcément faire ou pour laquelle on n'est pas dans sa zone de génie. Contrairement à quand on est salarié, j'ai fait des épisodes entiers dessus, mais si on a trouvé un emploi avec des bonnes conditions qui nous conviennent, on fait que ce qu'on aime entre guillemets ou que ce pourquoi on est bon, même si voilà, même dans ces domaines dans lesquels on est bon, il y a forcément des moments qui sont plus intéressants que d'autres.
Donc voilà, je suis pas un 100% défenseur du statut d'entrepreneur. Celui d'investisseur, là, vous avez pas le choix. Dans aucun monde, je vois quelqu'un qui a le choix, en fait, aujourd'hui, de pas être investisseur. Parce que, on l'a vu, les retraites, ça va pas tenir. Là, en France, il y a même plus un gouvernement qui tient. Et dans toute l'Europe, en fait, la démographie, elle est ce qu'elle est. Même en Chine, dans l'épisode que j'ai fait sur la Chine, au Japon, voilà, dans toutes les économies développées du monde, la démographie, eh ben, elle est ce qu'elle est. Elle est en baisse. Il y a moins de 2 enfants par femme. C'est comme ça. Et du coup, euh, bah, si on n'investit pas, les retraites, je sais pas comment on va faire, les soins de santé, etc. Donc bon, bref. Voilà, investir. Autant être entrepreneur, CDI, CDD, intérimaire, là, tout le monde a le choix. Faut juste vivre une vie alignée avec ses envies et puis choisir ses contraintes. En fait, c'est souvent ça un peu, ok, tu dois aller au bureau tous les jours. Ouais, mais moi, ta paye, elle tombe tout le temps. Ok, mais est-ce que ta paye, elle est suffisante? Non, bah, est-ce que, si tu trouves que tu gagnes pas assez, est-ce que tu vaut mieux faire un side business ou est-ce qu'il faut carrément te lancer à ton compte? Si oui, dans quel domaine, etc. Est-ce que tu lances le business en même temps que tes salariés? Voilà, choses comme ça, c'est toujours intéressant. Et en tout cas, dans les entretiens d'embauche, c'est très connu et ça va être la même chose avec les clients, avec les fournisseurs, avec vos prestats. La première impression, on le dit souvent, on n'a qu'une chance de faire une première bonne impression. Et du coup, la première impression elle est super importante. Et ensuite, il y a que des biais de confirmation. Si ça s'est mal passé, on va tout faire pour essayer de voir ce qui va pas. Et si ça s'est bien passé, on va tout faire pour voir ce qui va bien. Si, si vous avez déjà été en couple dans votre vie et que vous êtes séparés, vous devez bien connaître les biais de confirmation au début. Voilà, votre conjoint, il vous dit que tout est beau, tout est rose, et puis le jour où vous vous séparez, bah en fait là, il y a plus rien qui va. Donc voilà, faites toujours en sorte de faire une première bonne impression. Habillez-vous en conséquence. Euh, voilà, ayez le discours qu'il faut. Soyez préparés. De toute façon, enfin, c'est la base, mais peut-être qu'il faut le rappeler quand même. On n'est pas, si vous voulez en tout cas prendre votre vie en main et vos finances, il faut vraiment vous professionnaliser. En tout cas, même si vous n'en vivrez pas, même si c'est pas le but d'en vivre immédiatement, soyez pro. Vous investissez des gros montants, soyez pro dans ce que vous faites. Formez-vous. Si c'est avec moi, c'est mieux. Mais si c'est pas avec moi, c'est pas grave. Voilà. Mais formez-vous et soyez à l'heure, soyez prêts, soyez propres. Vos logements, quand vous les mettez en location, il faut que ce soit nickel. Voilà, il n'y a pas... Quand c'est en bourse, bah, regardez ce que vous faites, regardez les montants que vous faites, préparez, regardez la fiscalité qui va s'appliquer à vous, etc. Quand vous utilisez l'intelligence artificielle, bah, relisez ce qu'elle dit. Si vous l'utilisez, parce que bon, moi j'ai une formation sur le sujet, mais voilà, ne prenez pas pour argent comptant. Voilà, faites toujours l'effort supplémentaire pour avoir des résultats. Et là, hop, première bonne impression et ensuite tac tac tac, on a été de mieux en mieux. Donc c'était vraiment top. L'épisode, voilà, le petit séjour à Venise. Vous me dites, mais t'es toujours en vadrouille? Bah oui, je suis toujours en vadrouille. C'est comme ça. Je me suis dit que j'allais me poser et en fait, bah non. En novembre, j'ai de nouveau des trucs. Bref. Passons là-dessus. Ce que je peux vous dire, immobilier, j'ai un projet en cours, j'ai toujours pas de date de signature, j'ai l'offre de prêt qui est prête, j'ai déjà fait le virement du séquestre au notaire, il a déjà tout est en place, j'arrive pas à avoir une date de signature du compromis. Donc on va voir où ça va cette affaire et puis bah, si on ne tient pas les délais, eh ben, on assignera les vendeurs, hein, c'est comme ça. Mais voilà, moi j'adore, je déteste la vacance locative, j'adore que tout soit prêt, tout soit planifié. Et là, ça m'embête vraiment cette histoire de pas de signature. Donc c'est très fâcheux. Voilà pour cette histoire. Ensuite, j'ai 3 locataires. J'ai parlé avec mon gestionnaire. Il y a eu des problèmes de paiement sur 3 locataires. C'est jamais arrivé, je pense. Heureusement, bah voilà, on est assuré. On a eu 2. On a récupéré l'argent. Il y en a un, on vient d'envoyer la lettre de recommandé, le courrier recommandé. Donc voilà. Je le dis, je le répète, on a fait un live sur le sujet avec Michel. Soyez assurés, surtout vos logements. Là, si j'avais eu un garant, j'aurais fait quoi? J'aurais rien fait du tout. J'aurais dû l'assigner, il m'aurait dit, bah, je te paye pas. On aurait fait quoi à ce moment-là? Donc voilà. Si vous voulez, je vous le rappelle parce que j'étais en contact avec Mourad cette semaine. Vous avez, si vous voulez aller chez Kenny, j'ai que des bons retours. C'est une assurance que pour les propriétaires investisseurs. Vous pouvez venir de ma part. Donc c'est écrit Keyni et vous dites que vous venez de Bye Bye Patron. Vous aurez 10%
de réduction. Et j'ai encore quelqu'un cette semaine qui m'a dit merci, ça s'est super bien passé. Je viens de passer 7 maisons sur 7 le chiffre chez eux. Donc voilà, franchement, j'ai que des bons retours avec eux. Donc si jamais vous pouvez aller chez Kenny. Donc mais voilà, la priorité s'assurer, vous voyez, sinon ça m'aurait gâché mon séjour à Venise si j'avais dû gérer ça. Donc voilà, moi j'ai délégué l'immobilier. Pour moi, c'est vraiment de l'investissement le plus passif possible. On sait que c'est pas 100% passif, mais voilà. Pour que ce soit passif, gestionnaire locatif, je comprends les gens qui s'en passent parce qu'il y a des bonnes raisons de s'en passer, mais voilà. Après 10 lots, 20 lots, ça dépend ce que vous faites d'autre dans votre vie. Ça, c'est quand même bien utile. Et je suis bien content qu'ils s'occupent de ça et je suis bien content d'avoir des assurances. Ça, c'est le point sur mon immobilier en ce moment. J'ai encore 2-3 petits points. Attention, l'épisode, il est pas très long, donc je vais quand même vous partager un peu tout ce qui se passe en ce moment. Donc déjà, la semaine dernière, épisode sur la Chine, j'ai eu énormément de retours. Ça faisait très longtemps que j'avais pas eu autant de retours. Donc merci à Mehmet, Franck, Alex, Ludo, acheteurs de maison, ça s'invente pas. Mike, Guillaume, même des gens qui sont passés dans Légende qui m'écrivent pour me dire que l'épisode il était top, ça leur a donné envie d'aller en Chine. Il y a des personnes qui ont habité en Chine, plusieurs qui m'ont dit que vraiment c'était cool. Arnaud aussi. Donc je suis trop content en fait de pas avoir eu des retours de personnes bornées en mode voilà le discours qu'on entend tout le temps. Et c'est vraiment un de mes buts avec ce podcast, c'est de toujours penser en dehors de la boîte, en dehors de ce qu'on veut vous inculquer, et y compris dans les discours qui sont un peu à l'opposé de ceux que vous avez déjà. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens, ils regardent la télé, ils écoutent les politiciens et tout ça. On voit bien les problèmes qu'il y a, on voit bien que ça fait 30-40 ans que ça s'améliore pas. Et donc après, du coup, ils vont voir des avis contrariants, et puis c'est toujours des trucs hyper voilà stigmatisant ou des simplifications. Donc, moi, j'essaie quand même de toujours mettre de la nuance et je vous invite à le faire également. Donc, merci beaucoup. Donc, si c'est pas fait, allez écouter l'épisode sur la Chine. Hein. Franchement, j'ai vraiment eu des très très bons retours. Ensuite, merci. Je vous avais dit et je vous le redemande, s'il vous plaît, prenez quelques secondes pour noter le podcast ou au moins me suivre. Sur Apple Podcast, merci à The Don Carmine, ça s'invente pas. J'étais à Venise, je reçois ça. Thibaut me régale depuis plusieurs mois, depuis que j'ai découvert son podcast et surtout depuis que j'ai découvert l'Académie des gros billets. Donc c'est mon programme le plus complet pour vous amener vers le million de patrimoine net. Merci pour ta bonne humeur contagieuse et surtout pour tes feedbacks et ceux de tes guests. Continue à nous régaler. Bah merci. Et puis merci aussi à Sacha. Podcast très bien animé avec des sujets pertinents. Pourquoi est-ce que je lui demande de noter et de partager le podcast? Parce que, en fait, je me suis rendu compte que j'ai un hater qui m'écrit des commentaires négatifs régulièrement, qui me dit je vais plus écouter le podcast. Et quelques mois après, il me remet un commentaire négatif, etc. Donc voilà, s'il vous plaît, partagez les épisodes de podcast. Il n'y a rien qui me ferait plus plaisir, c'est vraiment le but. Et puis plus je vois les écoutes grossir, plus j'ai envie de continuer. Voilà, là je rentre de voyage, il est 19h19, on est lundi soir. Bah, voilà, si j'avais pas toute cette force, tous ces retours que j'ai chaque semaine de votre part, eh ben peut-être que j'aurais décidé de faire autre chose. Voilà, j'ai fait un bon petit tour de mon actualité. Je vous le répète, pour ceux qui étaient là la semaine dernière et qui ont écouté l'épisode, et pour vous, si vous l'avez pas écouté, le 2 novembre, je vais faire un live sur les 3 leviers de l'argent. Comment est-ce que on atteint justement ces directions, le million de patrimoine net si vous l'avez pas. Et sinon, comment passer de 1 à 5? Après 5, je pourrais plus vous aider, mais je vais déjà vous expliquer. De 0 à 1, de 100 000, de 0 à 100 000, de 100 000 à 500, de 500 à 1 million. Les 3 leviers, l'argent des autres. Donc, c'est avec tout ce qui est effet bancaire, effet de levier, dossier bancaire, les négociations, les achats. Je vais vous montrer combien j'ai négocié, combien j'ai levé, l'argent exponentiel. Donc ça, c'est tout ce qui est la partie bourse, crypto, comment je fais pour investir en bourse, combien j'ai gagné cette année, etc. Je vais tout vous montrer. Et puis ensuite, l'argent infini, tout ce qui est intelligence artificielle, comment ça peut vous aider, tout ce qui est les side business, comment on peut faire de l'argent à côté de son activité principale, qu'on soit entrepreneur ou salarié. Je vais vous dire tous les side business que je connais, combien on peut gagner.
Tout ça, je vous montrerai les chiffres. Je pense pas que je mettrai un replay parce que vu que je vais vous montrer quand même des données, c'est quand même un peu ma vie privée, hein. Voilà, ce sera le 2 novembre et je vous le répète, ça me fait mal au cœur, mais n'achetez aucune de mes formations avant ça parce que voilà, je vais faire un lancement, contenu exclusif, des cadeaux, des bonus, etc. Donc, n'achetez aucune de mes formations avant le 2 novembre. Merci à tous ceux qui me font confiance, qui m'ont déjà fait confiance. Et pour l'instant, voilà, venez le 2 novembre, soyez présents et puis vous le regretterez pas. Je pense qu'on est bon. Si vous voulez vraiment que votre patrimoine y décolle, ça se passera ici. Je pense qu'on est bon avec cet épisode, avec cette intro. On attaque le podcast sur le week-end survie. Et donc, bienvenue dans cet épisode en solo où on va parler du week-end survie que j'ai pu effectuer et les parallèles qu'on peut faire avec le monde de l'entrepreneuriat et de l'investissement, notamment immobilier. Je vous donne un peu de contexte, c'est pour ça que je voulais aussi enregistrer très proche de la date dans laquelle j'ai effectué ce stage. Je vous donne du contexte, non pas pour raconter ma vie, mais pour que vous voyez un peu dans quel état d'esprit je suis au moment de ce week-end survie. Donc, j'étais en Chine donc j'avais eu plein de choses avant la Chine. J'étais en Chine, j'ai bourlingué plusieurs trains, plusieurs avions, plusieurs milliers de kilomètres en Chine. Et le dernier jour à Pékin, muraille de Chine, j'ai beaucoup marché, etc. J'ai un vol de nuit en éco. Voilà, je voyage quand même beaucoup, donc la plupart du temps, 9 fois sur 10 au moins, je voyage en éco. Et nuit dans l'avion, on le sait, avec escale, en plus, on dort pas super bien, voire on dort pas du tout. J'arrive le vendredi matin, fin de matinée chez moi, et j'ai rendez-vous à environ 3 heures de chez moi le lendemain pour un week-end survie en Alsace. Voilà, j'ai juste le temps de me poser chez moi, de dormir un tout petit peu. Je profite du décalage horaire quand même qui est dans le bon sens quand on arrive de l'Est pour me réveiller à 5h30 du matin pour partir à 6h30 et direction l'Alsace pour le week-end survie. Ce week-end survie, je vais pas vous raconter tout en détail pour pas vous spoiler non plus, mais en gros, c'était autour du Mont-Saint-Odile, si vous connaissez. 55 kilomètres de vélo avec des vélos en partie électriques. On va revenir dessus, mais pas tout le temps. 55 kilomètres de vélo le samedi avec des cols et tout ça. Le lendemain, week-end survie. Donc, on attaque. Pas de téléphone, pas de lampe, un sac avec toutes nos affaires, y compris une bâche super lourde. Mon sac, il devait faire plus que 10 kilos, c'est sûr. Imaginez les gros sacs de rando. Il était rempli avec le matériel qu'on nous avait dit donc c'est les sacs un peu style voyage de 50 ou 60 litres, remplis avec le matériel juste qu'on m'avait dit de prendre, un matelas, un sac de couchage, une bâche, du fil de fer, deux, trois vêtements un peu plus chauds, notamment une veste. Il a fait à peu près, je pense, autour de 5 degrés pendant la nuit. Voilà, couteau, popote, gourde, bouteille d'eau, enfin voilà. Sac quand même lourd, grosse marche. Après, on a fait pas mal d'activités qui étaient plutôt cool pendant le week-end, avec des boussoles, des cartes, etc. Qui c'est qui organisait ça? C'est un très bon ami à moi, qui est aussi un de mes banquiers au demeurant, mais c'est surtout un bon ami à moi. Et dedans, il y avait aussi un très bon ami à moi qui est aussi mon expert comptable. Je vous le cache pas, on n'a pas parlé, on a parlé une seconde d'un dossier en cours avec mon ami banquier qui m'a juste dit, écoute, faut encore que tu me signes un document, tu l'as pas fait parce que je l'avais pas vu, justement quand j'étais en Chine. Et avec mon expert comptable, 0 minute de compta. Le but, c'était la survie, le sport, etc. Mais comme je vous le dis, c'est des amis à la base. Et ensuite, donc grosse marche, voilà, physiquement, c'était quand même dur. En plus, on n'avait pas pris de petit déjeuner, me demandez pas pourquoi c'était comme ça. Et dormir dans la forêt. Et ensuite, le lendemain, de nouveau, 35 kilomètres de vélo avec des vélos, notamment avec les batteries à plat et un blessé. Voilà. Donc, on va attaquer, maintenant que vous savez un peu le contexte. C'est l'automne en Alsace. Tout est mouillé. Voilà. C'est vraiment on sort de sa zone de confort. Moi, je reviens de la Chine hyper moderne pour aller dans la forêt. Alors, partie 1, j'ai nommé ça survivre dans la jungle entrepreneuriale. Donc voilà le premier parallèle qu'on peut faire avec ce week-end. Donc pour vous expliquer,
une des activités que j'ai préférées pendant ce week-end, c'est qu'on a fait un tour pendant 1 heure dans les Vosges, à nuit noire, je sais pas, il devait être 21h30. Vraiment, on voyait rien du tout. Il y avait que donc il y avait un guide qui nous drivait et qui nous faisait du mal souvent pendant ce week-end. On nous faisait emporter des trucs lourds et faire des grosses montées avec un sac super lourd. Donc là, on n'avait pas de sac, mais il nous a fait vraiment marcher dans les sentiers des Vosges, sentiers très étroits, je sais pas, enfin peut-être 70 centimètres de large, et en pleine nuit, il y avait pas vraiment de lune. En fait, nos yeux, ils s'habituent un petit peu. Souvent, les sentiers, ils sont un peu avec une sorte de ça doit être du grès, du sable comme ça clair. Et par contre, il y a des pierres partout. Enfin, vraiment, c'est quand même. On a fait peut-être 1 heure de rando comme ça dans la nuit noire. Quand ça craignait vraiment, quand il y avait des marches où il y avait des ravins, il allumait vite fait une petite frontale, mais peut-être 5% du temps. Et en gros, pourquoi je l'ai fait? Parce que toute la journée, en gros, on avait pris confiance en notre guide et et du coup, je me suis dit, il sait ce qu'il fait. Faut faire confiance à l'équipe et puis au coach, en fait, au guide. Et du coup, je me suis dit, voilà, c'est aussi comme ça quand on est entrepreneur, quand on est investisseur, on peut pas tout contrôler, on sait pas forcément tout ce qu'il y a. L'idée, c'est d'encaisser plutôt voilà, comme lui il a dit, soyez bien souple sous les appuis, encaisser un peu les imprévus. Il va tout le temps y en avoir. Ça peut être quand vous êtes investisseur locatif, ça peut être des lois qui changent. Les DP, on n'y avait pas, on savait pas que ça allait arriver. Pareil, le meublé qui change, des dégâts des eaux. Chauffage qui s'allume pas. Là, j'ai une personne que je coach qui a un problème avec son locataire car le chauffage s'allume pas. Ça peut être des charges de copro qui explosent. Ça peut être des locataires qui font des problèmes avec les voisins, des voisins qui font des problèmes avec les locataires. Tout le temps, il se passe des choses. Et en tout cas, voilà. Ce qu'il faut, c'est avoir un chemin comme on l'avait. Franchement, il avait beau être étroit, il y avait quand même un chemin. Hein. Je serais pas allé hors des sentiers sans lampe, quoique bon, s'il nous avait dit d'y aller. Et après, voilà, c'est vraiment le guide. Comme moi, je coach des gens en immobilier. D'ailleurs, si vous voulez que je vous coach, vous savez où m'écrire. Mais si j'ai de la place, parce que j'enregistre, j'en ai pas. En tout cas, pas pour du coaching long terme individuel. Mais en tout cas, voilà, faire confiance à quelqu'un qui connaît, qui l'a déjà fait, et on gagne un temps fou. Et c'est comme ça que, pour moi, il n'y a pas eu de souci. Il y en a quand même un qui a laissé une cheville, je vous le cache pas. Mais voilà, quand quelqu'un l'a déjà fait et qu'on sait que ça marche, il n'y a pas à tout questionner. Vraiment, on suit le plan, surtout quand il est en train de le faire en même temps. Encore, c'est quelqu'un qui l'a déjà fait il y a des années et qui vous dit juste ouais, c'est ok, mais qu'il le fait pas. Là, c'est différent. Mais quand il le fait avec vous, tu peux avoir confiance. Moi, j'ai euh, j'ai embauché, je sais pas si on dit embauché, mais j'ai eu plusieurs coachs pas dans l'investissement, mais plutôt dans toute l'activité entrepreneuriale. Il y a eu des ratés, clairement, mais comme je le dis souvent, si tu veux plus de coach parce que s'il y a eu un problème avec un, c'est comme si tu as eu une rupture amoureuse et que tu voulais plus jamais avoir de nouveaux de nouveaux partenaires de vie. Donc voilà, j'ai eu un très bon coach avec Michel. On a un coach en ce moment. Il nous a permis de faire 23 000 euros de chiffre d'affaires en une semaine à un moment. Donc voilà, on l'avait jamais fait avant. Il nous a vraiment bien aidé, bien coaché, et il avait l'expérience dans le domaine qu'il nous fallait. Donc voilà, c'est avoir quelqu'un qui te guide, quelqu'un qui l'a déjà fait, et puis être ok avec le fait que il y a des incertitudes, faut rester souple. Une des manières d'avoir de la souplesse, c'est d'avoir par exemple un peu d'argent de côté ou des plans de secours, ça peut être ça. Mais voilà. En tout cas, ça a été une expérience formidable de marcher en pleine nuit, et puis on a visité un château en ruine comme ça de nuit. Là, il avait quand même allumé la lampe parce que c'était un peu plus dangereux. Deuxième point, j'ai mis l'art de gérer des ressources limitées. Alors en fait, mon ami qui organisait le voyage, enfin le week-end, il a eu la bonne idée d'avoir que 3 vélos sur 4 électriques pour le trip, et surtout de pas emmener les chargeurs. Ça faisait qu'on a dû faire 90 kilomètres, dont des grosses montées. Le Mont Saint-Odile, je sais pas à quelle altitude c'est peut-être, si vous connaissez pas, hein, allez-y, c'est un haut lieu spirituel et avec une magnifique vue sur la plaine d'Alsace. Ça doit peut-être à 900 mètres.
Bon, j'étais un peu ambitieux, 764 mètres, mais en gros, je les ai bien sentis dans les jambes. Donc on était tout le temps en mode éco sur les vélos et très souvent on coupait carrément l'assistance. Et en fait, un vélo électrique sans batterie ou avec le mode éco, ça roule moins bien souvent qu'un vélo pas électrique du tout. Donc voilà. Et en fait, on a dû avoir des ressources limitées pour tout. La nourriture, on en avait peu. Le repas, le midi, c'était sardines et une pomme. Voilà. Et ça, en fait, les ressources limitées, on essaye à avancer quand même avec peu de ressources. Et moi, je continue de le faire dans l'investissement immobilier bien souvent. En fait, moi, j'ai un compte par appartement. Donc, ça me fait des dizaines de comptes. Mais au moins, comme ça, j'ai toujours des ressources limitées sur mes comptes. Bah, vous en doutez, si j'ai 30 comptes, je vais pas avoir même 3 000 € par compte. Donc, souvent sur les comptes, il y a aux alentours de 1 000 €. Et comme ça, en fait, ça me permet de bien piloter la gestion de ces appartements, m'assurer que tous les loyers sont rentrés. Si vous avez des gros comptes avec des dizaines de milliers d'euros dessus, s'il y a un locataire qui paye pas un garage, vous n'allez pas le voir. Donc là, ça me permet de bien suivre tous les comptes. Et ça, c'est un peu cet état d'esprit. Voilà, pas trop d'argent, pas trop de ressources. Pareil quand on fait les travaux, pour vraiment maximiser la rentabilité et et rester à l'affût. Sinon, on a vite fait de perdre de l'argent. Quand on vend, moi, les fois où j'ai perdu le plus d'argent dans ma vie, c'est après avoir vendu des appartements en récupérant des sommes de plus que 100 000 €. Après, je sais pas pourquoi j'ai tenté des trucs et j'ai perdu quelques plumes. Alors, pas tout ce que j'avais gagné, mais quand même des plumes. Quand on a comme ça trop d'argent, c'est pas exactement comment bien le gérer. Et donc, moi, j'ai toujours adopté cette mentalité. À l'inverse, sur les sociétés, parfois, il y a plus d'argent et du coup, on n'a plus ces ressources limitées et on va dépenser de l'argent dans des trucs qui sont assez chers et on est moins regardant, je trouve, que quand on est en mode éco. Donc voilà, il y a le Lean Startup, c'est connu, donc commencer avec peu. Euh, c'est vraiment une mentalité que j'aime bien avoir parce que du coup on essaye de maximiser. Alors après il y a quand même une limite vers le bas. Par exemple, moi je vais pas faire des travaux moi-même sous prétexte d'économiser de l'argent parce que on le verra un petit peu après, je trouve que c'est pas rentable pour moi. Mais voilà, cette mentalité de gérer ses ressources, on avait un feu, il fallait le surveiller. Pareil, quand vous avez beaucoup de biens, surtout si vous êtes associé, il peut vous arriver que donc en fait nous pendant la nuit on a dû veiller le feu. Donc c'est-à-dire que non seulement on était éclaté de la journée et de la veille, mais en plus donc on était quatre, donc toutes les 3-4 heures, je sais pas comment on compte, mais en gros les autres ils faisaient 3 heures, moi je faisais 1 heure. On a dû surveiller le feu. Donc c'était et en fait c'est pareil que ces investissements immobiliers. Le plus vous les surveillez, si vous déléguez des locations courte durée, elles seront bien moins bien gérées que si vous les gérez vous-même. Après, voilà, c'est toujours une question de volume. Mais le plus vous êtes près de vos investissements, le plus vous allez bien les gérer. Nous, on a déjà eu des problèmes avec Michel, des biens qu'on avait à deux, et on n'a pas fait attention. On a eu des impayés de charges, par exemple, parce on voyait pas que les étaient plus prélevés. Il y avait des problèmes de prélèvement, etc. C'est aussi la masse qui fait ça. Mais en tout cas, quand tu as des ressources limitées, que tu veilles bien dessus, c'est vraiment optimisé. Quand tu as un appartement, 2 appartements, 3 appartements, ils vont être mieux optimisés que quand on a 10, que quand on a 20. C'est toujours comme ça. C'est pareil. Moi, vu que j'ai quand même un peu de trésorerie, maintenant, je me pose plus la question si on me demande de mettre même 20% d'apport. Ça m'est arrivé quelquefois, mettre 20% d'apport sur des projets. Maintenant, je les mets là où pendant très 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 longtemps. On a mis entre 10% maximum. Kevin, que j'ai eu sur le podcast, lui, il est plus jeune, il démarrait avec moins de trésorerie. Il a mis en moyenne, je crois, c'était un de nos coachés, il a mis, je crois en moyenne, largement moins de 5% d'apport. Donc voilà, le moins vous avez, le mieux vous gérez vos ressources, c'est un fait, c'est comme ça dans la vie. C'est pour ça peut-être qu'on n'a qu'un seul conjoint, pour qu'on s'en occupe bien. Voilà. En tout cas, l'art de gérer ses ressources limitées, ça m'a remis un coup dessus. Et après, par contre, là où j'étais assez étonné, c'est que dès lors qu'en fait on se met moi je savais, voilà, pas en mode week-end survie. Par exemple, moi, le matin, je dois tout le temps manger, tous les matins de l'année, où que je sois. Souvent, quand je me couche, je m'assure que j'ai quelque chose à manger et tout. Là, j'avais rien. Et pourtant, je- ça a été dur physiquement et en fait j'ai pas eu faim. Donc c'était voilà, j'avais le mindset de bon ok, t'auras pas beaucoup et ça a pas vraiment posé de problème.
Donc voilà, je vous le cache pas, le moins vous mettez d'argent dans vos projets immobiliers, le plus vous allez bénéficier de l'effet de levier et donc de la rentabilité sur les capitaux investis. Et ça peut être comme ça dans pas mal de points. Après, c'est toujours mettre le bon curseur, c'est-à-dire être en mode ressources limitées par rapport à vos ressources, mais pas non plus être en mode radin, sinon vous allez perdre trop de temps. Quand je vois des investisseurs qui ont des dizaines de lots, qui roulent avec des poubelles, mais vraiment, je dis pas qu'il faut rouler en Lamborghini Urus, mais quand je vois des gens qui roulent avec des poubelles à 35, 40 ans, alors qu'ils ont des dizaines de lots, franchement, une voiture qui coûte, enfin, je sais pas, offrez-vous une voiture à 10 000 euros s'il faut, qui roule bien, vous mettez pas votre famille et les autres en danger, vous avez pas l'air d'un pouilleux non plus, et puis aussi vous pouvez un peu, voilà, c'est pas profiter de la vie de façon ostentatoire, mais quand même, voilà, c'est mettre ses ressources, je trouve en mode limité, c'est bien. Par exemple, moi, je roule dans une voiture que j'ai payée 14 000 euros, alors que j'ai un patrimoine en plusieurs millions d'euros, parce que c'est la voiture qui me convient bien, elle est fiable, elle roule bien, j'ai pas l'air d'un pouilleux quand je roule avec, elle est pas trop grande, donc je peux la garer partout au centre-ville, elle est quand même assez grande pour partir plus loin. Voilà, je suis content avec, mais je vais pas rouler dans une voiture, dans une épave à 2 000 euros, quoi. Donc, et je pourrais avoir une voiture à 100 000 euros, mais voilà, je veux pas mettre 100 000 euros parce que la bourse, elle fait entre 7 et 10% par an. Donc la voiture, non seulement elle va perdre de l'argent, et en plus c'est 100 000 euros, et ben ils vont m'empêcher de gagner entre 7 et 10 000 euros par an. Donc le déficit et les différentiels est trop important, je trouve, pour moi, pour avoir une voiture à 100 000 euros, ou alors super bon achat, bien trouver la bonne voiture qui va prendre de la valeur, mais aussi il faut que ça s'adapte à mon usage quotidien. Parce que si vous me dites, ouais, tu peux acheter une Porsche, ça monte en valeur. Oui, mais si j'ai une Porsche 911, je peux pas l'avoir comme seule voiture. Et du coup, il me faudrait alors une autre voiture, mais du coup, je vais pas acheter une autre voiture. Voilà. Plus on a d'objets, plus on a de problèmes dans la vie. Donc, voilà pour ce qui est de l'art de gérer ses ressources limitées. Ensuite, point numéro 3, j'ai mis fatigue extrême et clarté mentale. Alors, je vous l'ai dit, je revenais de Chine, ça a été hyper intense la Chine. Très voilà, physiquement c'était un super bon voyage, j'avais vraiment envie de profiter à fond. Je me suis très très peu posé. C'est pour ça qu'il faut bien choisir les gens avec qui vous partez. Je sais qu'il y a des personnes avec qui ça irait pas du tout de voyager comme ça à 1000 à l'heure, prendre des trains, des avions, des moi en gros, je me repose dans les taxis. C'est ça ma stratégie en voyage. Je me repose dans les taxis, dans les Didi pour ceux qui connaissent, c'est les Uber chinois. Et donc je suis rentré, j'étais quand même éclaté, il faut le dire. 12 heures, je sais plus combien il y avait, 12 heures d'avion. Je suis parti à 2 heures du matin, en plus de Chine. On a survolé la Russie. Si vous prenez Air China, vous saurez que survole la Russie, là où les compagnies occidentales ne survolent plus la Russie. Et du coup, il y avait que Air China pour rentrer de Pékin, tout simplement parce que, enfin, en tout cas, à des conditions acceptables en termes de tarifs et de durée de vol. En tout cas, voilà, j'étais fatigué, jet lag, donc 6 heures de plus, donc c'est-à-dire que quand il est 18 heures, pour moi, il était déjà minuit. Donc voilà, très fatigué, et franchement, quand on m'a dit qu'il fallait monter, veiller le feu là, ça a été dur, ça a été dur. Après, avec moi, j'avais un parent d'un nouveau-né, j'en avais un qui est période compliquée de vie, etc. Tout le monde est tout le temps fatigué. C'est pour ça, quand j'ai des personnes aussi qui me disent, quand on fait des appels pour des coachings immobiliers, les prospects, enfin les personnes qui me contactent, qui prennent rendez-vous avec moi, ils me disent toujours, ouais, là en ce moment j'ai pas le temps, ou je suis fatigué et tout. Et je leur dis, alors là, typiquement, moi j'étais fatigué, mais c'était ponctuel. Voilà, vous le voyez, ça fait une semaine que je suis rentré, je suis remis. Mais je leur dis, mais à quel moment en fait dans ta vie tu vas être moins fatigué et tu auras plus de temps? Et en fait, c'est jamais. Donc c'est pour ça que je leur dis, bah voilà, c'est une bonne idée que je t'aide à investir en immobilier, parce que bah clairement, le temps, bah voilà, l'humain il déteste le vide, donc on a vite fait dès lors que c'est vide, de se rajouter des choses. Et en plus, ben voilà, on a une vie à toujours plus de responsabilités. Si on n'a pas d'enfant, peut-être un jour on en aura un. Si on en a un, peut-être un jour on en aura deux. Peut-être qu'on aura une promotion à son boulot. Peut-être qu'on va acheter 1, 2, 3 biens, 5 biens, 10 biens, 20 biens immobiliers. Peut-être qu'on va avoir des proches dont il faudra s'occuper, etc. Donc
c'est jamais le moment parfait, mais en tout cas, voilà, j'étais vraiment clairement fatigué. Euh, et en plus, j'allais attaquer, ça faisait 3 semaines presque que j'avais rien fait de toutes mes activités à part voyager. Et du coup, quand je rentre, c'est toujours voilà, faut que je remette les podcasts, faut que je m'occupe des coachés, il faut que je fasse toutes mes activités dans l'IMO, dans la finance. Toujours un million de trucs à faire, donc c'est assez compliqué quand je reviens fatigué. Et en fait, ça m'a rappelé cette fatigue. C'était une fois, j'étais à mon bureau en train de relire vers 19h30, 20h un compromis de vente d'un bien qu'on devait acheter avec Michel. Et en fait, j'étais vraiment épuisé et tout. Et dans les annexes, dans les charges de copro, donc ça faisait déjà 150 pages que je lisais les compromis. Hein. Enfin là, c'était vraiment avec toutes les annexes et tout. Eh ben, je me suis aperçu que les charges qu'on nous avait annoncées, en fait, c'était un tiers du réel. Je crois qu'on nous avait dit 100 € par mois et c'était 300. Et donc, heureusement que je l'ai vu et j'étais fatigué et je l'ai quand même essayé de garder les idées claires. Dans ces moments-là, quand vous êtes vraiment éclaté, fatigué, moi, ce que je fais, je le dis tout le temps, j'ai une ardoise de chez Action à 1 € tous les jours. Je me note les choses à faire que je dois faire dans la journée et je me mets les priorités. Et aussi, je me mets pas que la checklist, je me mets les horaires auxquels je vais le faire. Parce que sinon, on voit tout de suite si ça colle ou si ça colle pas. Donc, voilà. Et franchement, dès lors que vous pouvez, moi j'ai été auditeur financier, je connais très bien la fatigue mentale. Faut vraiment essayer de couper quand même vers max 21h, max. Et dormir si vraiment vous êtes fatigué. Alors, le conseil du jour de Bayou et Patron, quand vous êtes fatigué, allez dormir. Non, mais vraiment, ça va être la priorité dessus. Clairement, les heures après 20h30 de travail, 20h, on les paye le double. Si vous travaillez de 20h à 22h, 23h, le lendemain matin, vous allez rien faire. Parce que ou alors vous allez être super lent. Donc vraiment, dormir, c'est le meilleur point que je peux vous recommander dans ces moments-là. Et puis sinon, quand vous êtes fatigué, vous essayez de prendre des tâches physiquement. Souvent, la fatigue mentale et physique, elle est différente. Donc si c'est une fatigue mentale, vous pouvez quand même faire votre sport, vous pouvez quand même faire vos pas ou quoi, et essayer de décaler les décisions qui sont trop importantes mentalement. Et inversement. Et si vous êtes trop fatigué par tout ce que vous avez à faire, la meilleure solution, c'est quand même d'en enlever. Arrêter quelque chose, déléguer quelque chose. C'est ce que j'ai fait pour ce podcast. J'ai quelqu'un qui m'aide pour poster les podcasts parce qu'à un moment j'étais épuisé, j'avais trop de choses à faire, et donc c'est lui qui s'en occupe et je l'en remercie. Après, j'ai mis, donc il y a 5 parties en tout, hein. Donc on a fait survivre dans la jungle entrepreneuriale. Je vous ai parlé de la marche de nuit, de gérer ses ressources limitées, le vélo en mode éco, la nourriture, sardines, pommes, un seul feu qu'il faut surveiller, sur lequel il faut veiller, 3, fatigue extrême et clarté mentale, 4, construire son camp de base. Alors ça, en fait, je trouvais ça intéressant de faire un parallèle avec ça. Donc ils vous apprennent à construire un camp de base. Pour faire super court, le nôtre, en fait, on était 2x2, deux binômes. Le nôtre, ça consistait en une bâche au sol, un tapis de sol, un sac de couchage, et puis au-dessus, une autre bâche tendue avec de la corde. Donc voilà, ça ressemble un peu à une tente canadienne, si vous voulez, sauf que on a condamné un côté avec de la ficelle, et de l'autre côté, c'était grand ouvert sur la forêt. Là où mes autres amis, eux, ils avaient vraiment, ils avaient une plus grosse bâche, ils ont pu se faire vraiment un truc fermé et tout. Ça avait l'air mieux, hein. Clairement, ça avait l'air mieux. Par contre, en fait, c'était au prix d'avoir porté toute la journée une bâche je crois qu'elle faisait 6 mètres à l'heure. Donc, voilà. En fait, je trouvais ça intéressant, quand on compare avec, cette construction d'un camp de base. En gros, on a fait le taf, on a tout aussi bien dormi, c'est-à-dire mal, tous les 4. Et en mode, voilà, il faut un abri minimum, il faut un point de départ pour commencer. Moi, quand j'ai lancé mon podcast, au début, j'avais les écouteurs qui étaient avec l'iPhone filaire encore. Je pense que pas mal de vous s'en rappellent. C'est que ça que j'ai lancé. Donc sans écouteurs, sans micro, je l'aurais pas fait. Mais c'était pas la peine d'avoir le Shure M7 à 500 € alors que je savais pas du tout combien de podcasts j'allais faire.
Et c'est un peu pareil dans l'entrepreneuriat. Souvent, du coup, il y en a qui vont trop loin dans les préparatifs. Ils font leur logo, ils font leur carte de visite, leur email, leur site internet et tout. Ils n'ont toujours pas de clients. Donc voilà, il faut une base. Typiquement, comment vos clients ils vont vous payer. Ça, c'est est-ce que tu as un compte Stripe, est-ce que tu as un IBAN, est-ce que tu as une structure de société. Ça, c'est important. Mais à part ça, c'est pas la peine de trop peaufiner, sinon bah vous allez passer trop de temps là-dessus et pas assez à chercher des clients. Et ça se trouve votre business, il est pas bon. Il est pas bon. Même moi, voilà, j'en ai déjà parlé. J'ai plusieurs formations et il y en a qui se vendent très bien. J'en ai une sur négocier un bien immobilier qui se vend très bien, qui a beaucoup de résultats, des dizaines de millions d'euros négociés. J'en ai une sur la bourse de la théorie au gros billets. Ça s'est très bien vendu. De coup de chance, on peut dire en même temps, mais depuis que je l'ai sorti, la bourse, elle a dû faire plus 30%, alors que ça fait 1 an et demi. Donc, trop bien pour ceux qui sont rentrés à ce moment-là. Et après, j'en ai une sur comment habiter gratuitement chez soi, où je trouve que c'est un bon produit, mais bah, elle a pas trouvé son public. Heureusement, c'est celle que j'ai le moins vendue. Après, vous allez me dire, il y en a bien une forcément qui se vend mieux et une qui se vend le moins bien. Et ben, où j'en ai une et je fais des coachings sur comment lancer son podcast. Pareil, ça, je sais, c'est plus niché, c'est pour moins de gens. Alors que comment habiter gratuitement chez soi, ça devrait intéresser tout le monde. Bref, et toutes les formations sont dans l'Académie des gros billets, bien sûr. Vous n'avez pas besoin de faire le choix. Vous pouvez y accéder en tout en un dans l'Académie des gros billets. Mais tout ça pour vous dire que, voilà, heureusement que j'ai pas passé 1 an à peaufiner comment habiter gratuitement chez soi, en me disant, de toute façon, il y a 8 milliards d'habitants sur Terre, ils veulent tous avoir un toit et presque tous, ils payent pour ça. Eh ben, le marché, il est énorme. Le problème, il est énorme. Sauf que, en fait, quand on vend quelque chose, il faut que le problème il soit dur pour ceux qui ne connaissent pas. Donc il faut qu'il soit douloureux, urgent et reconnu. Et en fait, c'est un problème qui est pas reconnu clairement. C'est-à-dire les gens ils savent pas en gros qu'ils ont ce problème, qu'ils pourraient habiter gratuitement chez eux tout simplement. Donc dès lors, voilà. J'ai pas communiqué non plus pendant 10 ans dessus, donc c'est peut-être pour ça que c'est pas vendu. Mais vous voyez bien l'idée, c'est-à-dire que heureusement que j'ai pas passé 1 an à peaufiner cette formation pour que personne ne l'achète ou très peu de gens. Et à l'inverse, voilà, négocier pour faire des gros billets, bah il y a quand même moins de gens qui négocient des biens que des gens qui habitent sous un toit. Mais le problème, il est douloureux, urgent et reconnu. Les gens, beaucoup ne savent pas comment négocier. Ils sont bien conscients du fait que quand on négocie, on peut négocier des dizaines de milliers d'euros. Moi, j'ai négocié c'est en centaines de milliers sur toutes mes opérations. Voilà. On est conscient du problème, que c'est urgent, on veut acheter, donc on veut négocier. Et il est reconnu. Et donc, ça fonctionne très bien. Donc voilà, construire son camp de base, c'est comme le Lean Startup, c'est comme en fait dans l'investissement immobilier, vaut mieux acheter un premier appartement peut-être sans cash flow, voilà, ou très peu de cash flow, mais qui se paye tout seul et comme ça vous avez un pied dedans, vous voyez ce que c'est, vous voyez si ça vous plaît ou pas, vous comprenez un peu les travaux, vous comprenez un peu les différents impôts, les régimes fiscaux et tout, plutôt qu'attendre le mouton à 5 pattes. Clairement, nous, je l'ai déjà dit, mais en fait il y a quelqu'un un jour qui nous a démarché pour être coaché et finalement en fait on lui a dit que ça irait pas, que ses attentes elles étaient irréalistes. Et cette personne, gentiment, nous a envoyé un client qui avait des attentes beaucoup plus réalistes. Résultat des courses, nous, il a déjà 2 biens, la personne qui nous a envoyé, et l'autre qu'on avait eu il y a 1 an et demi, il a toujours pas de bien. Donc voilà, c'est ça. Chercher le mouton à 5 pattes, c'est ça, c'est trop faire bien son camp. Le camp de base, il y aura toujours de la boue, il fera toujours froid, il y aura toujours le bruit des hiboux, il y aura le bruit des sangliers qu'on a entendu. Voilà, ce sera comme ça. Donc, il faut le faire vite fait, il faut faire un truc qui tienne le coup quand même, qui tienne la nuit. Et après, basta, pas la peine d'installer Netflix dans la tente. De toute façon, on n'avait pas de téléphone. Et enfin, on attaque. Voilà, l'épisode sera un peu plus court parce que je voulais pas vous spoiler parce que je me suis dit franchement, si vous faites un week-end survie, c'est pas cool de vous dire un peu tous les trucs qu'on fait et puis sûrement d'un prestataire à l'autre, c'est complètement différent. En tout cas, voilà, si vous
si vous voulez tenter le coup, voilà, si vous n'êtes pas trop sensible à la boue, au froid, tout ça, ça peut être vraiment un bon truc. La valeur de l'inconfort. J'avais pas de téléphone, et retour, pas de confort, pas de nourriture, retour aux fondamentaux. En vrai, c'est très bien passé, alors que moi, je suis tout le temps sur mon téléphone. Ça m'a vraiment fait du bien de pas avoir de téléphone pendant 24 heures. Heureusement, j'avais prévenu tout le monde. Donc ça, c'est aussi un peu un conseil que je peux vous donner, c'est que si vous savez que vous n'allez pas pouvoir faire quelque chose à temps, vous n'aurez pas de téléphone, vous prévenez les gens. Et l'entrepreneuriat, c'est tout le temps ça, c'est anticiper, 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 et après, réagir à ce qu'on n'a pas anticipé. Voilà. Après, j'ai mis accepter l'inconfort. Voilà, quand on est investisseur immobilier, il y a tout le temps des trucs qui c'est tout le temps de la confort, c'est-à-dire on va faire visiter dans des appartements qui sont pas nickel à 100%. Si votre appartement il est nickel à 100%, c'est peut-être que vous l'avez trop bien fait, vous avez dépensé trop d'argent dans les travaux. Vous allez avoir des personnes quand vous faites les visites qui vont vous rendre inconfortable. Une fois, j'ai eu un mec super complètement saoul. J'ai des gens qui veulent me payer en cash direct, qui veulent l'appartement, qui sont un peu agressifs. Ça peut arriver. Vous allez avoir des refus bancaires, vous allez avoir des négociations, vous allez vous prendre des refus, des gestions de locataires compliquées avec des voisins qui vous menacent et tout ça. Voilà, ça vous forge à la résilience. Quand vous êtes entrepreneur, c'est pareil, il va y avoir des gens qui peuvent vous faire des dingueries. Quand vous faites de la location courte durée, encore plus. C'est comme ça forge la résilience. Et franchement, du coup, nous, on s'y est fait. On a eu les félicitations du guide à la fin. On était vraiment en mode, on est résilient, on va pas se plaindre. Ce qui a été le plus compliqué pour certains, ça a été les sardines. Pour moi, ça a été les ronflements de mon binôme. Mais voilà, en tout cas, accepter l'inconfort, et on le dit, le bonheur, il est situé juste au-delà de sortir de sa zone de confort. Ça peut être demander, postuler un nouveau job. Si vous êtes salarié, et bien sûr, souvent, je le dis, je le redis, être entrepreneur, c'est pas une fin en soi. Être investisseur, là, ça c'est une fin en soi parce que vous aurez pas de retraite. Hein, spoiler alerte, vous aurez pas de retraite. On a déjà du mal à avoir un gouvernement pour. Donc, j'ai vu un truc sur la sur la retraite aujourd'hui. Apparemment, alors j'ai pas vérifié, hein, mais le prix ajusté de l'inflation que Napoléon a vendu la Louisiane, alors que la Louisiane, en fait, ça a remonté quasiment jusqu'à la frontière canadienne, hein, à l'époque. Et ça fait, ce prix qu'il a reçu, c'est l'équivalent de 6 heures de retraite aujourd'hui. Voilà, la somme qu'il a touchée, ça aurait pu payer 6 heures de retraite française. Donc voilà, autant être entrepreneur, c'est pas une fin en soi, autant être investisseur, je sais pas comment on peut faire autrement. Parce que la retraite, on n'en aura pas ou très peu. Et puis, dans tous les cas, sinon vous êtes complètement captif de l'État qui est assez inconsistant en ce moment. Hein. Donc voilà, ça peut donc, ce que je voulais dire en dehors de votre zone de confort, ça peut être demander une augmentation, ça peut être aller demander une promotion. On le sait, quiconque a déjà travaillé dans une société, c'est pas les plus brillants qui sont tout en haut souvent, ou en tout cas pas aux échelons intermédiaires. Il y a des petits chefs qui ont juste su se faire bien voir. Donc voilà, ça peut être aussi changer de job. Hein. En fait, souvent, on reste dans un métier parce que c'est sa zone de confort, alors qu'on sait qu'il y a des choses qui vont pas et qu'on serait éventuellement mieux ailleurs. C'est pas tout le temps le cas, mais moi, clairement, quand j'ai été auditeur, je pense une des meilleures décisions de ma vie, ça a été de quitter ce magnifique métier de l'audit. Et j'ai pu avoir un métier où je travaillais moins pour quasiment 70% de paye en plus. Donc bon, ça date maintenant, mais voilà. Il y a des métiers souvent qui sont ou alors peut-être des industries ou des secteurs qui payent mieux que d'autres, qui sont plus cool. Il y a des secteurs où il y a de l'argent. Moi, j'ai un ami, par exemple, il est passé il était magasinier chez Renault, et les conditions, elles étaient assez cata. C'est des business qui ont pas beaucoup de marge, et du coup, c'était un travail qui était dur, exigeant. Euh, et maintenant, il travaille dans l'industrie aéronautique. Il y a plus d'argent, il y a plus de marge. Clairement, il est mieux traité, il est plus heureux dans son métier. Donc voilà, c'est ce que je dis avec l'inconfort. Parfois, on se dit, OK, vas-y, je reste. Admettons, mon ami aurait pu rester chez Renault, en se disant, voilà, je connais tout le monde, je connais le boulot, etc. Et puis finalement, il a changé. Et puis, en fait, c'est beaucoup mieux.
Ça peut être pareil dans la vie de couple. Ça peut être quitter une relation qui ne va plus. Ça peut être inviter quelqu'un qui nous plaît. Ça peut être, voilà, avoir des discussions difficiles avec des proches, tout ça. Mais qui, au final, à long terme, vont sûrement vous apporter plus de bonheur et de satisfaction dans votre vie. Donc voilà, accepter l'inconfort dans tous les aspects de sa vie, c'est hyper important. Et là, bon, ben voilà, c'était un petit inconfort. Au final, c'était pas non plus. Je savais aussi qu'il y avait une fin, donc ça aidait pas mal. Et ben voilà, c'est un peu le message de la liberté financière. Elle vient pas du confort immédiat, mais de la capacité à encaisser l'inconfort pour construire sa future liberté. Voilà, je vous rappelle les 5 leçons du coup survivre de ce week-end survivre dans la jungle ou dans la forêt entrepreneuriale. Bah, surtout, on a pu marcher dans le noir grâce au guide, en étant souple, en faisant confiance, l'art de gérer ses ressources limitées. Voilà, quand on lance un appartement, un invest locatif, une boîte, voilà, le lean startup, commencer sans trop investir pour bien gérer ses ressources. 3, fatigue extrême, clarté mentale. Si vous êtes éclaté mentalement, faites des choses physiques. Et inversement, dormez le plus possible, couchez-vous tôt, essayez de travailler pas trop tard. Et si jamais vous êtes tout le temps fatigué, faut en enlever. Faut arrêter la quatrième, le taekwondo de votre enfant. La quatrième activité, ou pour vous, je sais pas, d'aller chez les beaux-parents le dimanche. 4, construire son camp de base. Donc là, il faut quelque chose qui fasse le taf. Soyez dans la légalité, par exemple, si vous lancez un business, mais ne vous barricadez pas de tout. On le connaît, il y a des investisseurs, c'est des pros en théorie et ils n'ont jamais investi. Tu peux être un pro de la bourse si t'as pas, au bout d'un moment, l'équivalent de 1 an de paye, 1 an de revenus en investissement. Tu sauras pas comment tu réagis le jour où ça fait que descendre. Typiquement en 2020, début 2020. Et voilà, la valeur de l'inconfort. Essayez toujours. Voilà, on n'est pas je pense que la plupart des auditeurs, vous n'êtes pas des retraités, vous n'êtes pas en sucre. Profitez de ça. Voilà, la plupart d'entre vous, vous êtes en bonne condition, donc profitez-en pour vous mettre en dehors de votre zone de confort et encore plus apprécier le confort auquel vous avez accès. Franchement, le conseil de 24 heures sans téléphone, je peux que vous le recommander si vous avez moyen de le faire de temps en temps. Et puis, voilà. Et ceux qui veulent faire un week-end survie, n'hésitez pas à essayer d'y aller dans des meilleures conditions de départ que celles dans lesquelles j'ai pu être. Mais voilà, on s'en est sorti. Je vous souhaite de faire preuve de résilience et d'avancer toujours plus vers vos projets. Et à très bientôt. Et voilà, je suis toujours vivant. Fin de l'épisode. Pour rappel, pensez à partager l'épisode, à le noter, à le commenter. Ça me fait super plaisir. Je citerai votre nom avec votre commentaire si vous le souhaitez dans le prochain épisode. Et en plus, sur Spotify, j'ai 399 notes. Donc, aidez-moi à passer les 400 notes, s'il vous plaît. Et je vous rappelle, je ferai un live exclusif sur la théorie des 3 leviers de l'argent, comment on passe de 0 à 1 million notamment, argent des autres, argent exponentiel, argent infini. Ça se passera le 2 novembre en live. Ce sera une soirée exceptionnelle, ce sera la seule soirée que je ferai comme ça en 2025 et je vous montrerai mes résultats concrets. Voilà. J'ai la Dolce Vita, comme je vous l'ai dit en intro, ou le plus souvent. Comment est-ce que je fais pour l'avoir, pour la maintenir et pour continuer de scaler? Tout ça, je vous expliquerai. Vous avez le lien dans la description. Sinon, sur mon site, grosbillet.com, vous pouvez vous inscrire. On se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt. Bye bye.